Et c'est ainsi que nos fameux tissutins du Pacifique furent apportés par Cléopâtre en 1845 pour officialiser son mariage avec Henri VIII, lui-même qui fut malheureusement assassiné pendant le trajet par Robin des Bois, qui redistribua tout au duc de Varsovie. Vous allez me laisser continuer encore longtemps comme ça? C'est quoi? C'est parce que c'est bientôt les vacances que vous êtes amorphe là? Pardon, vous disiez quoi, monsieur? J'ai pas suivi après Cléopâtre se marie avec Henri VIII. Je disais, monsieur Manchard, que à force de noter des conneries avec les partiels qui pointent le bout de leur nez, c'est bientôt le vôtre qui va se retrouver encastré dans un mur. C'est quoi ça? C'est moi, monsieur. J'ai une appli sur mon smartphone qui fait ce bruit. C'est parce que vous l'avez trop remis à sa place, alors voilà, je pensais que c'était adéquat. Mais... Bah ça va avec ton fouet, monsieur l'Indiana Jones de la casse, là. T'étais pas plus attentif que moi sur ce coup-là. Indiana Jones? Mais tellement rien à voir. C'est encore une de tes combines pour lancer le prof sur un autre sujet à tous les coups. Moi, lancer le prof sur un autre sujet? N'importe quoi, c'est toi qui mets ça sur le tapis. De toute façon, il fait comme il veut. S'il veut parler des archéologues, il le fera. Hein, monsieur? Et vous foutez de ma gueule? C'est pas un archéologue, Indiana Jones! C'est quoi pour vous les archéologues, mademoiselle Beaumont? Ce sont des explorateurs qui partent dans des pays étrangers, l'Égypte principalement, et c'est là qu'ils creusent dans le sable pour trouver tous les trésors. Manchard? Bah c'est genre Indiana Jones qui chasse des reliques avec son flingue, le fouet pour défoncer les cobras, et le chapeau pour la classe. Mais n'importe quoi, c'est super cliché comme image. C'est pas du tout des hommes d'action. Ce sont des scientifiques qui passent des heures accroupis dans le sable pour dégager minutieusement des fragments de poterie avec une petite brosse. Oui, enfin faites pas trop le show non plus, Boulier, hein, parce que des conneries ça vous est déjà arrivé d'en sortir à l'appel aussi, hein. Vous allez pas vous y mettre aussi, Manchard? Elle est cool cette appli en fait. Non mais si ça continue, ça va finir sur mon bureau, hein. De quoi? Les coups de fouet? Mais non mais votre smartphone, Manchard, votre smartphone. Bon, dans l'ensemble, c'est comme je m'y attendais, hein, les clichés sur les archéologues ont la peau dure, donc il est temps de dépoussiérer un peu tout ça. Le mot archéologie apparaît dans la langue française à la fin du XVIe siècle. Ça vient du grec ancien archaia et logos qui signifie science des choses anciennes. Bien entendu, ça n'a jamais empêché quiconque par le passé de s'intéresser aux vestiges d'antan. On estime que le premier chantier archéologique, entre guillemets, ça date du VIe siècle avant JC. À cette époque, c'est Nabonide, dernier roi de Babylone, qui découvre par hasard les ruines d'un vieux temple construit 5000 ans plus tôt. Durant l'Antiquité et le Moyen-Âge, on parle surtout de voyageurs et de collectionneurs qui s'intéressent beaucoup aux civilisations gréco-romaines et orientales. Mais clairement, le commun des mortels, monsieur tout le monde, il en a un peu rien à foutre. Il n'est pas rare que les monuments historiques soient détruits, squattés, des matériaux réutilisés pour tout à fait autre chose sans que ça ne fasse tiquer qui que ce soit. Et quand il s'agit d'expliquer la présence d'une vieille ruine quelque part, la hype, c'est de raconter un mythe bidon. Des choses un peu plus sérieuses émergent au XVe et XVIe siècle en Italie, alors que la papauté et l'aristocratie romaine mettent à jour des vestiges antiques. Peu à peu, les élites européennes se constituent des cabinets de curiosité, ancêtres de nos musées, où vont s'entasser des tas d'objets anciens. Bon alors à ce moment-là, les interprétations sont encore assez foireuses, hein. Par exemple, quand les mecs trouvent des haches de pierre dans le sol, ils pensent qu'elles sont tombées du ciel car fabriquées par la foudre. Et c'est pas mieux concernant les pointes de flèches qui étaient prises pour des langues de serpents de pierre. Il vaut mieux rester de marbre. Au XVIIe siècle, ça commence à s'organiser. On a affaire à des gestionnaires de collections qu'on appelle des antiquaires, qui n'ont rien à voir avec nos antiquaires actuels, hein. C'est pas des vendeurs de vieilleries, là c'est vraiment à proprement parler des ancêtres de nos archéologues. On peut citer Nicolas Peresque, à l'origine d'un immense réseau d'échanges dans toute l'Europe. Les premières vraies fouilles financées et organisées ont lieu en 1738 à Pompéi et Herculanum, par le roi de Naples. En effet, les élites, par ce moyen, pouvaient mettre en avant la valeur historique de leur ville et de leur patrimoine. Pour le tourisme, c'est ça? Non, le tourisme, ça n'existait pas vraiment, hein. C'est avant tout pour se la péter. Histoire de savoir qui a la plonge. Oui. Vous êtes à fond sur les parties génitales, vous, hein, c'est... On arrive alors au XVIIIe siècle, où on commence à donner de la place aux savants. C'est là que s'organise la grande expédition d'Égypte de 1798 à 1801, qui est restée marquante dans les esprits. 175 chercheurs ont parcouru le delta et la vallée du Nil, et ont notamment découvert la fameuse pierre de Rachid, traduite en France par pierre de Rosette, ce qui n'a évidemment rien à voir avec cette spécialité lyonnaise de saucisson. Voilà, donc la pierre de Rosette, c'est cette fameuse tablette qui a permis à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes. Tout ça, ce n'est que le début de tout un tas d'autres expéditions scientifiques européennes au 19e siècle. Les grandes nations colonisant à tout va dans le monde entier, elles en profitent aussi pour faire des fouilles. Cette archéologie est encore presque exclusivement tournée vers les monuments, l'histoire de l'art et l'Antiquité. À la seconde moitié du 19e siècle, on va chambouler un peu tout ça. En effet, le poids de la religion faisait qu'on pouvait pas imaginer des ancêtres à l'être humain. On va donc se mettre, à force de thèses et de découvertes, à concevoir l'existence d'une préhistoire.
En 1856, on va mettre à jour la grotte de Néandertal où l'on trouve le fameux squelette éponyme. C'est alors que l'archéologie va se spécialiser selon les différentes périodes et les différentes régions du monde. Elle va devenir une science à part entière et va nous permettre de comprendre les sociétés anciennes grâce aux traces qu'elles nous laissent. À partir des années 60, avec toutes les constructions contemporaines qui se multiplient, on se rend bien compte qu'il faut protéger le patrimoine archéologique de la destruction. C'est alors qu'apparaît l'archéologie d'urgence, ou plutôt préventive, qui se développe dans tous les pays, le but étant de fouiller un terrain avant une construction. On est donc plutôt éloigné de la figure au parfum d'aventure que le cinéma n'a eu de cesse de représenter depuis le XXe siècle, avec en tête, aux yeux du grand public, l'impact considérable de la saga Indiana Jones sur l'imaginaire collectif. Personnage créé en 1981, apparu pour la première fois sous les traits d'Harrison Ford dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Voilà pour le petit rafraîchissement historique, c'est moi qui offre. On en revient maintenant à vos affirmations concernant l'image que vous avez des archéologues. La figure du héros d'action. Alors si aujourd'hui je vous demande de me citer un film avec un archéologue, il y a de fortes chances pour que vous me répondiez Indiana Jones. Et pour cause, c'est une de ces sagas majeures du cinéma de divertissement qui a imposé l'image du mec au chapeau qui part à l'autre bout du monde pour trouver des machins dorés anciens et bien cachés. Et pourtant, les archéologues sur pellicule, ça n'a pas toujours été aussi héroïque. Dans les films d'aventure ultérieurs à Indiana Jones, ils étaient plutôt des personnages secondaires, des accompagnateurs du véritable aventurier en quête de trésors. Moi qui croyais que les archéologues étaient des petits bonshommes toujours dans les jupes de leur maman. De leur momie. Les archéologues étaient en effet davantage représentés comme des hommes de science, sages et vieux. Ils apportent de l'eau au moulin de l'intrigue et doivent être protégés durant les péripéties. Dans le film Legend of the Lost, c'est John Wayne et son bagage de valeureux cow-boy américains qui doivent veiller lors d'une expédition sur un archéologue faible et couard car français. Monsieur, c'est quoi le rapport avec le fait qu'il soit français? Ah mais ça c'est rien, c'est juste que les Américains ils nous considèrent un peu comme des lavettes depuis l'épidémie de collaboration qui a sévi avant 45. Un élément qui reviendra dans Les Aventuriers de l'Arche perdue où le vilain René, confrère rival de notre héros chapeauté, coopérera avec les nazis pour le contrecarrer dans ses plans. Alors ce que j'adore par contre, c'est qu'ils sont jamais foutus de confier le rôle à un véritable français, René étant interprété par Paul Freeman d'origine britannique, alors c'est l'Europe, hein, c'est déjà pas mal, mais le mieux ça reste Rossano Brazzi qui dans Legend of the Lost nous gratifie de son superbe accent d'Italie. My name is Paul Bonnard. I was hoping that you would be able to recommend me a guide. Thank you very much. Yeah, I am Paul Bonnard. I'm from France. See, I have a mustache. Woohoo! Indiana Jones, c'est un hybride résultant de la fusion entre la figure intrépide du cow-boy et la quête de savoir du scientifique érudit. Encore des cow-boys? Mais c'est quoi cette conspiration? Bah oui, mais c'est la mondialisation, mon petit manchard. Hein. La première grande figure de héros américain, c'est le cow-boy. C'est pas pour rien qu'on y revient aussi souvent. Hein. C'est à partir de ce moment-là que naîtront tout un tas d'ersatz multi-supports, tels que Lara Croft bien sûr, mais également Sidney Fox et autres Flynn Carson ou Benjamin Gates, qui, même s'ils ne sont pas à proprement parler des archéologues, arborent tout de même un statut d'universitaire tout-terrain, doublé de pro du combat, une sorte de super-héros qui cumule force et connaissances. Retourne à tes piles de livres, à ton boulot poussiéreux! Tu serais surpris de tout ce qu'on apprend dans une bibliothèque. Alors quand on arrive à un point où la représentation des archéologues c'est ça... on a un peu envie de remettre les choses à leur place. Voilà, donc un archéologue, ça ressemble davantage à un agent du BTP qu'à un aventurier de l'Ouest américain. Des chasseurs de trésors. En fait, vous l'aurez compris, on confond tout simplement archéologue et chasseur de reliques. C'est d'ailleurs la définition autoproclamée de Sidney Fox l'aventurière, en version originale, Relic Hunter, des chasseurs de reliques. Ce qui, en soi, veut pas dire grand-chose. Alors appelons un chat, hein, nos compères, ce sont juste des pilleurs. Ils débarquent avec leurs gros sabots dans les ruines antiques et pètent tout sur leur passage pour récupérer le slip en diamant du pharaon. Et même si ça part d'une bonne intention, de vouloir mettre dans un musée le bidule précieux, à l'inverse du vilain collègue rival qui lui va en profiter pour sa gloire personnelle. Sa place, c'est dans un musée! La tienne aussi! Dans un cas comme dans l'autre, c'est du pillage, les gars. Entreprendre des fouilles, ça nécessite d'avoir l'autorisation du propriétaire du terrain. C'est super encadré. Il s'agit pas de débarquer dans un pays et de tout retourner pour s'approprier les richesses enfouies. Au cinéma, l'archéologie est généralement représentée de cette manière du fait que l'intrigue se focalise foncièrement sur la découverte d'artefacts, de trésors et autres reliques. Ce qu'Alfred Hitchcock surnommait le MacGuffin. Le MacGuffin, c'est un néologisme employé dans l'industrie cinématographique, qui désigne l'élément moteur qui va diriger la quête. Et dans la narration, le site archéologique n'a pour fonction que d'être une barrière, un obstacle à franchir pour obtenir le fameux machin suprême. Parce qu'en archéologie, la notion même de trésor, elle veut rien dire. Toute découverte est un trésor.
On rappelle, un archéologue, c'est un scientifique qui va essayer de comprendre les sociétés anciennes d'après des traces matérielles, en utilisant des textes, des archives, en comparant avec ce qui a déjà été trouvé. Pour nos compères, pas de hiérarchie dans la découverte, même si pour le spectateur avide de sensations, c'est plus séduisant de parler de masques funéraires en or massif que de fragments de poterie en terre cuite. À la différence de nos copains pilleurs de tombeaux, un véritable archéologue aurait évidemment considéré le site entier comme une découverte importante, pas juste l'objet de la dernière salle au fond à droite après l'adversairissime de fin de niveau. Ce MacGuffin, c'est la même considération pour l'archéologue averti que les trous de poteaux devant le temple qui permettent de comprendre comment étaient agencées les habitations. Voilà, donc Indiana Jones, c'est davantage un pilleur de patrimoine qu'un authentique chercheur consciencieux. L'Égypte. Alors, c'est visiblement très ancré dans les esprits que l'archéologie, ça se pratique dans des pays lointains, et particulièrement l'Égypte. Pourtant, je vous assure que ça se pratique partout, en Europe et donc en France. Alors voici une liste non exhaustive d'une centaine de films traitant de l'archéologie. On constate bien que 30% de films se déroulent effectivement en Égypte, et pratiquement tous des films de momies. On note aussi qu'un bon pourcentage est également centré sur les civilisations amérindiennes, telles que les Aztèques, les Mayas et les Incas. Le reste étant partagé entre films de SF ringards avec Jean-Claude Van Damme, et autres délires ésotériques tout aussi douteux. C'est donc bien une envie d'ailleurs qui transparaît dans le cinéma. Il faut dire que les pays européens ont mis beaucoup de temps à s'intéresser à leur propre patrimoine, particulièrement dans notre hexagone, où les élites ont longtemps porté plus d'intérêt aux Gallo-Romains et autres civilisations de l'Antiquité orientale plutôt qu'aux Gaulois, considérés comme des barbares sans intérêt. Cette image, elle provient du fait que le grand public a développé son intérêt pour l'archéologie à travers les fameuses grandes expéditions que j'ai abordées précédemment dans la frise. Les découvertes en Égypte ont été relayées par les médias de l'époque et il y avait une sensation vachement prestigieuse pour les Européens à venir piller les richesses de pays conquis, ce qui fut très bien entretenu par le 7e art durant des décennies de films de momies et ce jusqu'à très récemment avec la dernière production en date d'Alexandre Aja. C'est un cul-de-sac. C'est un labyrinthe. Il semble avoir été construit dans un but précis, d'empêcher de sortir quiconque y pénétrera. Vous avez entendu ça? Tout ça, c'est le reflet d'une archéologie du 19e siècle où les Occidentaux débarquaient dans les pays fraîchement colonisés pour y chipper leur patrimoine. Alors il suffit de remarquer dans la majorité des productions que c'est toujours un occidental qui débarque pour résoudre le problème, les locaux étant bien trop bêtes pour trouver eux-mêmes le code secret qui débloque la porte d'entrée de la pyramide. Voilà, donc on peut donc considérer que cette association de l'archéologie avec le pays des pharaons, ça provient de cet âge d'or de la colonisation qui, ironiquement, transparaît encore dans certaines productions récentes. La petite brosse. Pourquoi on ne fait pas une sorte de radiographie comme ça du désert en Égypte pour voir s'il y a des structures justement ensevelies dans les sables? Pourquoi, au lieu d'aller gratter avec des brosses à dents dans le désert, des brosses à dents... Tout à l'heure, Monsieur Boulier pensait mettre à mal Monsieur Manchard en lui opposant l'image de l'homme d'action à celle d'un scientifique passif. Style Alan Grant dans Jurassic Park qui travaille avec une petite brosse pour dégager minutieusement des ossements de dinosaures. Oui, enfin, dans Jurassic Park, ce sont des paléontologues. Une branche de l'archéologie, certes, mais c'est pas tout à fait la même chose. Oui, alors faudrait penser à arrêter de vous la péter, Boulier, parce que ça finirait par vous rendre antipathique. Alors là, monsieur, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, Moi, je suis antipathique? Vous pensez que je me la pète? Bah... Bref, on pense que le coup de pinceau minutieux, c'est la majeure partie du métier. Mais en fait, ça ne représente qu'une petite étape dans le chantier de fouille, et c'est d'ailleurs pas systématiquement pratiqué, ça dépend de la situation. Au début du chantier, on utilise des grosses pelleteuses afin d'atteindre la première couche de vestiges éventuellement présents. Ensuite, on passe aux pelles, pioches pour dégager un peu mieux, puis seulement à ce moment-là, on emploie des outils de précision. Parce que la fameuse mini-brosse en question, quand vous êtes dans l'argile depuis 2 semaines qui pleut comme vache qui pisse, que vous avez de la boue jusqu'aux genoux, elle vous sert à que dalle, L'archéologie, c'est par tout temps, et faut s'adapter, parce que des fois, il y a des conditions climatiques infernales qui bousillent tout le chantier. Donc la fameuse brosse à dents d'Alexandre Aja, il peut se la... Enfin bref. Alors pour terminer, après tous ces fantasmes affriolants, j'aimerais vous parler un petit peu du fonctionnement de l'archéologie actuelle, en prenant l'exemple de la France. Comme je vous l'ai dit, depuis les années 60, tous les pays ont créé des services d'archéologie préventive. C'est cette pratique qui est aujourd'hui majoritaire. Dans le cas de la France, par exemple, quand il va y avoir des grands travaux, type ligne de TGV, supermarché, autoroute et tutti frutti, la loi oblige l'aménageur à effectuer un diagnostic archéologique, histoire d'être certain qu'on construit pas le nouvel hôpital psychiatrique sur les restes d'un ancien cimetière indien. Enfin, s'il y avait des cimetières indiens en France, du coup ça marche pas.
Si en faisant des trous, ce qu'on appelle un sondage, on tombe sur quelque chose, des fouilles vont être entamées. C'est soit par l'INRAP, l'Institut National de Recherche pour l'Archéologie Préventive, soit depuis 2003 par des entreprises privées ou des services de collectivités locales agréés. C'est décidé en fonction d'appels d'offres. Les contraintes de temps pour réaliser des chantiers sont fixées, et une fois que c'est terminé, le site est détruit pour permettre la construction. La dernière étape consiste pour les archéologues à faire des rapports et des interprétations sur ce qu'ils ont trouvé. Voilà, donc les archéologues c'est plus que multitâche, hein, que ce soit sur le chantier ou à posteriori quand il va être question de dessiner des coupes de poterie sur ordinateur. Mais du coup, s'ils trouvent une ruine de bâtiment ou je sais pas quoi à l'emplacement de la future autoroute, ils sont obligés de la contourner, c'est ça? Ah non, une fois qu'il a récupéré tout ce qui peut l'être, le reste c'est détruit, hein. Et les éléments récupérés, ils en font quoi? Eh ben depuis 2003, une partie revient à l'État, et puis l'autre au propriétaire du terrain, les objets sont répartis en 2 lots et c'est tiré au sort. Alors en général, pour des miettes de poterie à la con, le propriétaire il préfère tout laisser à l'État, mais quand il s'agit de belles pièces en or, il va pas hésiter à réclamer son bout de gras. Hein. Et concernant ce que récupère l'État, eh ben comme ça prend beaucoup de place toutes ces babioles, ça finit la plupart du temps dans des boîtes qui prennent la poussière dans des entrepôts. En 2008, le président de l'Archaeological Institute of America a déclaré qu'Harrison Ford avait contribué à relancer l'intérêt du grand public envers l'archéologie, et ce grâce à son rôle d'aventurier dans la saga de Spielberg. En effet, l'image fantasmée de l'archéologue aventurier, elle est cool, elle nous fait tous rêver, et moi le premier, mais le revers de cette représentation méliorative, à part la désillusion qui touche les jeunes imaginant pouvoir devenir Indiana Jones en faisant ce genre d'études, c'est qu'elle a tendance à mettre l'accent sur les découvertes dites prestigieuses et sur un patrimoine exotique, au détriment de tout ce qui se fait au quotidien dans l'archéologie. Pour prendre l'exemple de la France, les difficultés rencontrées sont immenses et se renforcent au fur et à mesure des années, faute de moyens, et les archéologues sont pas les derniers à sortir dans la rue pour manifester. Des mouvements de masse, il y en a eu, mais qui sont presque passés complètement inaperçus dans les médias, parce que cette fois, pas grand chose de glamour à se mettre sous la dent. Bon, encore un vaste sujet effleuré que celui de l'archéologie, du moins j'espère que ça vous aura permis de chasser de vos têtes cette image du cow-boy avide de reliques. Donc à bientôt, n'oubliez pas, la prochaine fois on va faire court, et puis surtout, bonne chance pour les partiels. Merci à Alexandre Rouvière d'avoir proposé le thème des archéologues. N'hésitez pas à faire vos propositions dans les commentaires sur les prochains sujets qu'on pourrait aborder. N'oubliez pas que ça doit concerner à la fois le cinéma et l'histoire, hein, sinon c'est un peu hors sujet. Clin d'œil. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont partagé les précédents épisodes et qui ont contribué à faire connaître un peu mieux le programme, avec un remerciement plus particulier à Mathilde et Damien. Encore une fois, clin d'œil. Et pour ceux qui l'ignoraient encore, mes 2 étudiants favoris, eux aussi, font des émissions sur YouTube, et je vous invite à aller les regarder, parce qu'on sait jamais, ça pourrait vous plaire. Alors je compte sur vous. Ciao. Tissus teints du Pacifique furent apportés en 1845 par Cléopâtre pour officialiser son règne. Avec les martiales. C'est bientôt le vôtre qui va finir encastré droit dans un mur. Hein. Un mur. Enfin, Boulier, faites pas trop votre show non plus, parce que ça vous est déjà arrivé des conneries d'en sortir à l'appel. Non, mais ça va aller comme ça, oui. Faut pas vous y mettre aussi. Bon, la hype, c'est de faire coin. Voilà, donc un agent du BTP, ça ressemble davantage à un archéologue. Voilà, donc un aventurier, ça ressemble à un agent du BTP. Nos héros positifs, pour s'approprier les richesses qui sont enfouies. Ça provient de cet art en opposant l'image de l'homme d'action en comparaison à celle de quoi, je sais plus, dites-moi, Boulier. Style Alan Grant dans Jurassic Park, qui passe son temps à débroussailler... Quoi? Moi, acteur! Que vous avez de la terre jusqu'aux genoux? Parce que quand vous avez de la boue jusqu'aux genoux, que vous sentez vos os qui craquent, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont... je sais pas quoi, mais je vous remercie, afin d'être sûr qu'on construit pas les restes d'un... on va pas construire les restes d'un hôpital psychiatrique, afin d'être certain qu'on construit pas les restes. Ça se construit pas des restes. Histoire d'être certain qu'on construit pas les restes. Mais hey. Des brosses à dents